Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, émission spéciale du Grenelle du droit. Au programme de ce numéro, on va revenir sur les grands enjeux de ce Grenelle du droit dont c'est la 6e édition. On parlera tout d'abord de la mobilité dans les professions du droit avec Audrey Farrugia, procureure adjointe de la République. On parlera ensuite formation des juristes avec Étienne Pateau, vice-doyen de l'école du droit de la Sorbonne. Et enfin, on parlera intelligence artificielle dans les greffes des tribunaux de commerce avec Vincent Geneste, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. Quelle mobilité dans les professions du droit? C'est un des enjeux de ce Grenelle du droit. On en parle tout de suite avec mon invité, Audrey Farrugia, procureure de la République adjointe au sein du tribunal judiciaire de Créteil. Audrey Farrugia, bonjour. Bonjour. Alors on va essayer d'aborder cette question de la mobilité dans les professions du droit, qui est un des thèmes de ce Grenelle du droit. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi faut-il encourager la mobilité au sein des professions du droit ? C'est un véritable enrichissement. Si je prends mon parcours personnel, alors c'est vrai que dans le cadre de la magistrature, la question peut paraître se poser un peu différemment parce que vu les niveaux d'exigence du concours, vu la richesse de la formation initiale, on rappelle qu'on est formé à de nombreuses professions en tant que tel, on pourrait se dire que déjà dans le corps de la magistrature, il y a de nombreuses, et en soi, changer de fonction, c'est une forme de mobilité. Et pour autant, pour ce qui concerne mon parcours et pour en dire deux mots, je vois bien qu'il y a eu une ouverture, tout en restant à l'intérieur du ministère de la Justice, une ouverture qui est beaucoup plus importante. Donc c'est d'abord effectivement, je dirais une ouverture d'esprit, une stimulation intellectuelle aussi, mais aussi l'acquisition d'autres champs d'expertise et d'autres méthodes de travail. Moi, j'ai donc exercé 10 ans dans des juridictions de taille différentes, exclusivement dans des fonctions au parquet. Et puis j'ai eu envie, et c'était aussi, je dirais que c'est quelque chose aussi qui est à mûrir, être dans une forme de maîtrise de son activité. Et c'est après ça que j'ai eu envie de me challenger aussi et d'aller voir d'autres domaines. Et j'ai notamment donc exercé des fonctions aux aspects numérique, donc j'ai vraiment enrichi mon expérience et aussi acquis une expertise sur le pilotage des projets numériques, l'impact dans les transformations des métiers, etc. Ensuite, j'ai eu une autre activité au sein de l'administration pénitentiaire, cette fois sur la réinsertion des détenus, toutes les politiques de réinsertion des détenus en établissement pénitentiaire et à l'extérieur. J'ai été conseillère du ministre sur le champ pénitentiaire pendant un certain temps, ce qui là aussi ouvre un autre champ. Comment est-ce que, puisque à ses côtés, j'ai assisté à l'adoption d'un texte, donc on est toujours à chercher l'esprit du législateur, de voir comment s'adopte un texte, et bien après, même si on en a l'impératif de l'application, on se pose les questions autrement. Et enfin, j'ai ensuite rejoint l'inspection générale de la justice, donc là à nouveau de nouvelles méthodes de travail que je réutilise, j'aurai l'occasion d'en reparler autrement aujourd'hui en juridiction. Et puis enfin, dans mes dernières fonctions en tant que chef de service au secrétariat général, à nouveau sur des fonctions de numérique, donc vraiment renforcer mes compétences sur le numérique et l'intelligence artificielle pour ce qui s'est rajouté. Et puis un aspect managérial aussi extrêmement important que je n'avais pas eu en juridiction, puisque dans mes dernières fonctions, je supervisais une équipe de 120 personnes avec des profils extrêmement variés. Donc voilà, ça illustre un peu, qui montre un peu ces différents champs, acquisition d'une nouvelle expertise et d'autres méthodes de travail qui sont effectivement très pertinentes pour la Alors suite. on voit qu'au sein de la magistrature, au travers de votre parcours, on peut avoir un parcours extrêmement varié, mais est-ce qu'il y a encore des freins au sein de la magistrature à cette mobilité professionnelle? Mais je dirais qu'il y a deux
parties, je dirais, dans le corps de la magistrature. Il y a ceux qui vont considérer que le vrai métier, c'est celui qui est l'activité, qui est relié directement à l'activité juridictionnelle. Et comme je le disais, le fait que déjà la magistrature offre une diversité de postes, au siège, au parquet, ça devrait être en quelque sorte autosuffisant. Et j'allais dire, avec mon retour en juridiction, puisque je suis de retour depuis 2 mois en juridiction, eh bien, je me confronte un peu à ça, avec presque à devoir m'excuser de ce pas de côté de 10 ans avant de retourner à de l'activité juridictionnelle. Donc il y a encore ce regard-là avec... Voilà, est-ce qu'on trahit son serment? Et je me suis posé cette question quand voilà, il s'est agi de me Et alors, lancer. la réponse, c'est quoi? Aujourd'hui, et c'est ce que je dirais, et c'est pour ça que vraiment les collaborateurs avec qui je peux échanger, vraiment je les incite, et les collaboratrices qui plus souvent se mettent des freins, surtout, c'est vraiment de se dire que non seulement c'est un enrichissement personnel, mais vraiment aujourd'hui que je suis de retour en juridiction, je suis fondamentalement convaincue que même dans mon activité strictement juridictionnelle, j'ai pris plus de hauteur et j'aborde ces fonctions, j'ai repris leur technicité évidemment, mais j'aborde ces fonctions avec un œil différent. Et puis, et ça, mon procureur a su s'appuyer sur moi pour porter des sujets beaucoup plus transverse. Comme quoi? À la juridiction, eh bien, ne serait-ce qu'en réutilisant les compétences à l'inspection, être dans une forme d'audit d'un service pour faire des propositions d'amélioration dans son organisation, ou évidemment s'appuyant sur mon expertise sur le numérique, proposer également un accompagnement des services et certaines formes d'expérimentation ou de transformation. Donc des sujets sur un temps un peu plus long que l'activité juridictionnelle elle-même. Alors on voit que la mobilité peut se faire dans la magistrature, on voit qu'il y a extrêmement des choses extrêmement diverses qui peuvent être proposées, mais est-ce que les jeunes sont sensibles à ces carrières de magistrat aujourd'hui? Est-ce que la profession de magistrat reste attractive? Ça reste un métier qui est compliqué. On a une véritable diversification ces dernières années des modes de recrutement à l'école de la magistrature. Donc vraiment avec une volonté d'attirer des profils plus diverses. Donc ça crée une forme d'ouverture. Maintenant tout le monde a conscience, et j'ai envie de dire que l'actualité le montre, de la sensibilité du métier, et parfois effectivement la complexité qu'elle peut avoir. Et sans se concentrer uniquement sur le métier de la magistrature, je voulais aussi évoquer ce qui se développe ces dernières années, c'est l'équipe autour du magistrat, on dit l'équipe juridictionnelle, qui là permet d'être vraiment impliqué dans véritablement de l'activité juridictionnelle, mais avec des profils beaucoup plus variés. On a des attachés, par exemple, des juristes qu'on va retrouver parfois avec plus ou moins d'expertise. Et je dirais que dans ces recrutements-là, il y a évidemment un certain bagage juridique, mais surtout une capacité d'adaptation, évidemment d'un bon niveau rédactionnel et d'expression orale, mais capacité d'adaptation et véritablement qui permet de mettre un pied, de voir si voilà, l'étape suivante pourrait être ou pas, d'ailleurs celui de la magistrature, mais vraiment d'être en proximité avec cette activité. Et puis d'autres profils plutôt assistants experts qui là vont être sur un domaine d'expertise plus précis auprès du magistrat. Mais voilà, la magistrature n'est pas l'alpha et l'oméga, je dirais, de l'activité qu'on peut trouver pour les juristes en juridiction. Pour terminer, aujourd'hui au Grenelle du droit, quel message vous avez envie de faire passer autour de cette mobilité au sein des professions du droit? Je pense que il est important d'avoir, et en tout cas ça a été vraiment un besoin que j'ai eu de mon côté, c'est d'avoir un premier socle d'expérience professionnelle qui soit suffisamment solide. Et j'ai parlé de ma première partie d'expérience professionnelle, j'avais besoin d'être en maîtrise et je pense que c'est important, mais pour autant garder cette ouverture d'esprit et avoir aussi la capacité de lire ses compétences. Moi, très concrètement, j'ai dû faire mon premier CV extrêmement tard, finalement, et pouvoir se dire quelles sont les compétences, en quoi elles sont réutilisables. Donc, garder cette ouverture d'esprit et se dire qu'effectivement, outre, je parlais de la stimulation intellectuelle, il y a effectivement un apport à aller rechercher dans cette mobilité professionnelle. On va finir sur ces conseils. Merci Audrey Farrugia. Je rappelle que vous êtes procureure de la République adjointe. Merci à vous. Tout de suite, l'émission
formation continue et on va parler formation des juristes. La formation, c'est également un enjeu de ce Grenelle du droit. On fait le point tout de suite avec mon invité, Étienne Patot, co-directeur de l'École du droit de la Sorbonne. Étienne Patot, bonjour. Bonjour. Alors, la formation juridique doit préparer aux réalités du monde professionnel, mais également aux nouveaux enjeux de l'intelligence artificielle. On va en parler ensemble. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment préparez-vous les étudiants en droit à leur future vie professionnelle ? C'est un des enjeux importants c'est au cœur de notre réflexion aujourd'hui, et c'est un des enjeux centraux de la grande réforme des licences que nous avons lancée. Réforme des licences dont l'objet est précisément à la fois d'ouvrir les étudiants à ces nouvelles matières transversales que sont le numérique bien sûr, mais aussi l'environnement par exemple, ou des matières qui ne se reconnaissent pas dans les habituelles frontières disciplinaires, mais aussi de libérer le dernier semestre de licence pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience, alors une expérience notamment en entreprise, et je salue aujourd'hui que la signature avec l'Association française des juristes d'entreprise qui organise ce Grenelle du droit, je salue la signature de cet accord pour que nos étudiants de licence puissent justement avoir cette première expérience de stage en entreprise. Mais c'est un stage en entreprise, mais aussi une initiation à la recherche ou un voyage à l'étranger, évidemment un voyage orienté comme sous la forme par exemple d'un séjour Erasmus ou un engagement citoyen. L'idée est ici d'ouvrir la palette des possibles pour que les étudiants puissent justement affronter les défis du monde de demain. Donc on voit que l'université maintenant s'ouvre davantage au monde de l'entreprise, mais aussi aux réalités du moment comme l'intelligence artificielle. Vous avez évoqué de nouveaux cours. Concrètement, comment ça se passe ? Alors concrètement, il y a deux éléments qui sont très importants. D'abord, il y a des nouveaux cours parce que l'IA produit du droit, le numérique produit du droit. Donc on a à la fois des cours au niveau de la licence, je vous en parlais il y a un instant, mais il y a aussi des cours évidemment plus spécialisés. Nous avons désormais ouvert une filière numérique, une filière qui est spécifiquement axée sur le numérique, qui est ouverte en M1 et en M2, qui prend de l'ampleur chaque année. Mais au-delà de ces formations peut-être disciplinaire, il y a aussi plus largement la volonté que tous, quelle que soit leur discipline juridique, profitent des compétences qui doivent aujourd'hui être acquises, alors par le biais soit de diplômes d'université particuliers, les DU que nous avons créés, soit par le biais d'initiations diverses que nous sommes en train de mettre en place. Donc l'idée, c'est pas de faire du juriste un technicien du numérique, mais plutôt de l'ouvrir sur ce nouveau champ des possibles, c'est ça ? C'est les deux. C'est à la fois de créer, c'est quand même le cœur de notre métier, de créer de très bons techniciens du numérique, mais aussi parce qu'on sait bien désormais qu'au-delà des techniciens du numérique, la question du numérique se pose partout, quel que soit le domaine, et on l'a bien vu dans la discussion qui vient d'avoir lieu avec les différentes professions du droit, que tous aient accès à, d'une façon ou d'une autre, une formation, au moins une formation de base en matière de numérique. Alors aujourd'hui, les étudiants en droit, comme tout le monde, utilisent l'IA. Est-ce que ça change la façon d'enseigner ? Ça change la façon d'enseigner, bien sûr. Alors, ça change la façon d'évaluer surtout. Ça, c'est le grand défi que nous avons aujourd'hui. C'est l'un des grands défis posés par l'IA, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les étudiants ont une appétence naturelle pour le recours à l'intelligence artificielle. Et là, ce que nous allons privilégier, ce que nous privilégions actuellement, c'est une démarche réflexive de la part des étudiants. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors concrètement, ça s'est passé par l'adoption d'une charte de l'IA, qui essaye, dans une démarche qui est une démarche, disons, de droit doux, de droit souple, d'essayer d'inciter les étudiants à avoir une réflexion sur leur propre utilisation de l'intelligence artificielle. Alors je vous donne quelques exemples. Nous avons un des premiers principes très important de vérification. Il est très important de comprendre que l'IA se trompe, l'IA a des hallucinations, le fameux terme
d'aujourd'hui et qu'il convient donc de vérifier. Il convient aussi de n'utiliser l'IA que de façon subsidiaire, c'est-à-dire l'IA ne doit pas se substituer à une recherche juridique, d'autant que, et ça c'est un point très important auquel nous sommes très sensibles, d'autant que l'IA est très gourmande en énergie. On sait bien aujourd'hui la question des limites finies de la planète. Et donc l'idée, c'est un peu de sensibiliser les étudiants sur tous ces enjeux éthiques, mais aussi de décarbonation. Absolument. De sensibiliser les enjeux éthiques, les étudiants aux enjeux éthiques et de décarbonation, mais aussi de les sensibiliser à l'aspect technique, c'est-à-dire comment utiliser l'IA de la façon efficace. Il n'est pas question d'interdire l'IA, bien évidemment. Mais d'offrir un cadre. Mais d'offrir un cadre, exactement. Et du coup, comment les étudiants perçoivent justement cette démarche que vous faites de charte éthique, d'encadrement ? Alors, il est difficile de penser à la place des étudiants parce qu'évidemment, nous n'y sommes pas. Et d'ailleurs, nous avons lancé cette année une grande enquête précisément pour connaître de façon un peu plus spécifique les usages que les étudiants d'aujourd'hui font de l'IA. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que l'IA leur est devenue très naturelle, comme sont devenus très naturels l'usage des mails il y a quelques années ou l'usage des environnements numériques de travail aujourd'hui. Et pour l'instant, la démarche est plutôt bien acceptée, mais il est très clair que de notre côté, ça va supposer aussi une modification de notre façon d'évaluer les étudiants, notamment, et c'est le grand retour aujourd'hui, des examens oraux, par une conversation un peu longue avec un étudiant, on réussit à promener un peu l'étudiant dans la matière. Ça veut dire peut-être qu'il y aura plus d'oraux ? Il y aura plus d'euros, oui, absolument. Plus d'euros, plus de soutenance, plus de moments de discussion ouverte entre l'étudiant et les enseignants. Et est-ce que ça veut dire que vous serez plus sévère dans l'évaluation écrite ? Non, l'idée n'est pas d'être plus ou moins sévère. Je crois que nous sommes déjà très sélectifs, donc la sévérité ici n'est pas le sujet. L'idée est plutôt d'essayer d'intégrer l'IA comme outil d'évaluation sans que les étudiants, que leurs devoirs soient entièrement réalisés par l'IA. Donc c'est plus une question d'éducation qu'une question de sévérité. Alors une question d'éducation sur ces sujets. Pour terminer, quel message aujourd'hui vous voulez porter ici au Grenelle du droit dans tout l'écosystème juridique ? Peut-être le message principal que l'on voudrait porter, c'est cette idée qu'aujourd'hui, l'IA transforme notre façon de faire du droit. Et que pour accompagner cette transformation, il faut à la fois approfondir nos compétences techniques, ce que l'on fait, et que l'on fait du mieux que nous pouvons, mais aussi l'accompagner par une ouverture au monde qui est peut-être un peu nouvelle et un peu différente, et en cela former des utilisateurs de l'IA, mais aussi des citoyens dans le monde qui est le monde de demain. Et enfin, une dernière question, comment vous imaginez l'université dans quelques années? Est-ce que vous avez une idée davantage d'IA? Ça, c'est très difficile, hein. La prédiction du futur est un art toujours très dangereux. Davantage IA, je crois que c'est évident, je crois qu'on ne pourra pas s'en passer. En revanche, j'ai du mal à imaginer, comme on le craint parfois, un monde dans lequel tout deviendrait purement virtuel. Je crois au contraire que le contact humain est aujourd'hui plus que jamais nécessaire entre les étudiants et les enseignants. Donc il y aura toujours des cours avec un prof? J'espère. On va conclure là-dessus. Merci à vous, Étienne Patot. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'école du droit de la Sorbonne. Merci à vous. Tout de suite, on continue. On va toujours parler intelligence artificielle, mais cette fois au sein des greffes des tribunaux de commerce. Quels usages de l'intelligence artificielle dans les greffes des tribunaux de commerce? On en parle tout de suite avec mon invité, Victor Geneste, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Victor Geneste, bonjour. Bonjour. L'intelligence artificielle irrigue tous les domaines et évidemment les juridictions et notamment les greffes des tribunaux de commerce. On va parler ensemble de cette question. La première question que j'ai envie de vous poser, quels sont aujourd'hui les usages de l'intelligence artificielle dans les greffes des tribunaux de commerce ? Alors, nous avons identifié deux grands cas d'usage. La première, la recherche documentaire, la recherche juridique. C'est l'un des fondamentaux de nos métiers. Et donc, pour ça, on souhaite construire une base sécurisée pour permettre aux professionnels et à ses collaborateurs d'effectuer une recherche juridique fiable. Ça, c'est le premier chantier. Deuxième chantier,
la lutte contre la fraude, c'est un fléau, on en parle beaucoup, alors fraude fiscale, fraude sociale, mais à notre niveau, la fraude au niveau du registre du commerce et des sociétés, la fraude au niveau des entreprises plus généralement, et donc on pense que l'IA peut être un vecteur formidable de lutte, d'amélioration de la lutte contre la fraude. Alors justement, vous évoquez la fraude. Concrètement, comment vous détectez la fraude avec les outils d'IA ? Alors l'IA peut être nourrie, comme vous le savez, et donc on va lui amener des schémas de fraude qu'on aura identifiés avec les différentes institutions de lutte, comme Tracfin, comme l'AFA, comme d'autres institutions en charge de la lutte contre la fraude. Et ça va nous permettre d'affiner nos contrôles, de donner aux professionnels un outil supplémentaire pour aller détecter de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus fine, des types de fraude. Concrètement, c'est quel type de fraude que vous détectez ? Typiquement, un schéma, création de société par un même dirigeant dans 10 ressorts le même jour, ou ça peut être encore des faux statuts qui circulent dans nos bases, fraude à la pièce d'identité, ou encore, si on va un peu plus loin, les sociétés éphémères. C'est un gros sujet d'aller pouvoir détecter des sociétés qui ont un comportement surprenant, ou alors blanchiment. Effectivement, la lutte contre le blanchiment aujourd'hui est en pleine expansion. Et on pense que l'IA peut venir, encore une fois, affiner nos contrôles en matière de blanchiment. Affiner les contrôles et j'imagine aller plus vite sur plein de cas de fraude. Effectivement, de stopper le problème des sociétés éphémères, si on prend celui-ci, c'est la durée pendant laquelle une société fictive ou frauduleuse va pouvoir commettre un certain nombre de délits. Et donc justement, le fait d'aller plus vite, de stopper plus vite la vie d'une société frauduleuse, ça va permettre de limiter les dommages qu'elle aura causés. Alors au-delà de la fraude, vous avez évoqué aussi une autre utilisation de l'IA, c'est la recherche documentaire. Concrètement, comment vous l'utilisez ? Alors concrètement, on a déjà commencé à faire appel à des éditeurs, on pense à Dalloz, il y a aussi Lexbase par exemple, avec qui on réfléchit, et à ces bases documentaires bien connues des juristes, on va pouvoir ajouter nos propres ressources documentaires, parfois confidentielles, nos recettes métiers, j'ai envie de dire, nos référentiels, nos circulaires, pour venir justement alimenter cette IA de recherche documentaire et permettre aux professionnels qui se posent une question d'avoir immédiatement une compilation de toutes nos données et lui permettre après d'opérer un contrôle de ce résultat et d'avoir une réponse précise et rapide à la question qui se pose. Alors un mot quand même sur les greffiers, comment vivent-ils ces changements ? Alors, le greffier a connu l'informatisation, on a connu l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Les greffiers ont toujours été pionniers en matière technologique. On a toujours réussi à s'adapter. Et je pense que demain, l'IA peut être une chance pour le greffier pour pérenniser encore son rôle de police économique. Le greffier est une véritable vigie à la croisée des mondes juridiques et économiques. L'IA va nous permettre d'aller encore plus loin et peut-être de nous recentrer sur l'humain, c'est-à-dire comment on accompagne le justiciable, le chef d'entreprise, le déclarant, comment on détecte une souffrance psychologique, comment on oriente au mieux le justiciable. Et ça, ça passe par de l'humain. On souhaite que l'IA nous permettent aussi de gagner du temps pour plus d'accompagnement encore, plus de suivi des usagers du service public. Donc si je vous comprends bien, c'est plutôt une opportunité qu'une menace et c'est plutôt bien vécu par les greffiers des tribunaux de commerce ? Tout à fait. Si on fait un travail rigoureux, avec responsabilité et éthique, l'IA devient une chance. À nous de fixer des garde-fous, en lien aussi avec le ministère de la Justice, en lien aussi avec les autres professions, et notamment la Conférence des juges consulaires de France, avec qui nous travaillons main dans la main, qui a monté un groupe de travail réunissant l'ensemble des professions du droit et du chiffre pour justement donner un cadre, donner une dynamique commune. Donc oui, l'IA est une chance si on la met en œuvre sérieusement. Et aujourd'hui, ça donne quoi cette réflexion justement ? Cette réflexion va déboucher avec la conférence et l'ensemble des professions du droit et du chiffre, va déboucher sur un livre blanc où nous ferons des propositions justement pour dynamiser la justice, mais avec un cadre rigoureux et protecteur pour le justiciable.
Donc aujourd'hui, lutte contre la fraude, recherche documentaire. Comment vous imaginez d'autres utilisations de l'IA par les greffes des tribunaux de commerce? Il y a aussi le travail de nos collaborateurs au quotidien, quels que soient les métiers, puisqu'on assiste le tribunal et on tient aussi des registres, on diffuse de la donnée. Donc on pense que ça peut améliorer le travail de nos collaborateurs, leur permettre de se concentrer sur le contrôle, mais ça nécessite de les former à ces outils. Et nos éditeurs de logiciels dispensent de plus en plus de formations sur l'utilisation technique de l'IA. Et c'est très important pour éviter des usages sauvages avec des IA grand public dans lesquels pourraient être versées des données parfois confidentielles. Donc on est extrêmement vigilant sur la formation et le suivi de nos collaborateurs. Formation et aussi, j'imagine, sensibilisation au cadre éthique, à une utilisation éthique de l'intelligence artificielle? Exactement, c'était l'objet de notre congrès à Toulouse qui s'est tenu début septembre, dans lequel on avait réuni toutes les professions du droit. Et le message qu'on a voulu faire passer, c'est oui à l'innovation, mais avec responsabilité et éthique. Alors c'était le message au congrès, mais aujourd'hui au Grenelle du droit, c'est quel message vous voulez passer au sein de tout l'écosystème juridique qui est réuni ici au Grenelle du droit? Alors le principe du Grenelle, c'est de faire des propositions. Donc ce qu'on souhaiterait aujourd'hui avec toutes les institutions et professions présentes, c'est pouvoir faire des propositions. Ça a été rappelé. On a besoin d'un cadre, mais il ne faudrait pas que ça devienne une limite, une restriction trop importante pour les professionnels. On a besoin d'être guidé, d'être aiguillé, mais on a besoin aussi, et c'est en tant que professionnels libéraux, c'est notre spécialité, j'ai envie de dire, on a besoin de pouvoir rester agile, de pouvoir innover, d'avancer et de ne pas regarder le train passer au bord du quai. Vous avez peur de trop d'encadrement, c'est ça? Voilà, on a besoin d'encadrement, et dans tous nos métiers c'est le cas, mais il ne faudrait pas que cet encadrement vienne nous étouffer, nous empêcher d'avancer à la vitesse nécessaire. Alors, un point qui me semble aussi important, c'est le rôle que vous avez auprès des juges consulaires. Comment ça se passe au quotidien avec l'IA? Alors avec l'IA aujourd'hui, en lien avec la conférence, c'est toujours sous le contrôle du juge et en concertation avec le juge, on essaye de réfléchir comment des milliers de pages, des millions de données peuvent être compilées, mis à disposition du juge pour que lui, dans son impérium de justice, puisse rendre une décision motivée, rédigée. Voilà, l'idée c'est comment on vient assister au mieux le juge tout en n'empiétant pas sur son rôle de juge et son travail de rédaction et de motivation. Là aujourd'hui, c'est ce vraiment sur quoi vous travaillez? Avec les juges, en effet, c'est tout l'enjeu, améliorer le service apporté aux juges, améliorer la lisibilité qu'il peut avoir des dossiers pour que derrière, son travail soit plus confortable, plus efficace dans la mise en œuvre de son rôle du juge. Et aujourd'hui, j'imagine que les juges demandent aussi d'être aidés sur ces sujets. Les juges demandent à être aidés, à être assistés, bien sûr, mais surtout, ils demandent à conserver le contrôle et à conserver la main sur les critères et sur les conditions de fonctionnement de l'IA. On va conclure là-dessus. Merci Victor Jeunesse. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Merci à vous. C'est la fin de cette émission Grenelle du droit. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.